Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. C'est un vrai plaisir d'être là avec vous aujourd'hui à ce webinaire intitulé Dessiner le futur de la beauté grâce à la technologie avec L'Oréal et Open Classrooms. Je suis Attila Sekeli, en charge de l'offre B2B chez Open Classrooms et j'ai le plaisir d'accueillir Anouk Nofal, Chief Human Resources Officer Beauty Tech de L'Oréal. Bonjour Anouk. Bonjour Attila. Alors, le temps que tout le monde se connecte, comment va s'organiser ces 45 minutes? Eh bien, avec Anouk, on va parler de L'Oréal, de l'initiative Beauty Tech, de ses enjeux, de son impact, ses principaux enseignements. Et puis, on a un temps pour vos questions. Vous pouvez poser vos questions sur le chat, vous voyez en bas à droite, tout le long de la discussion, parce que l'idée, c'est vraiment que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à regarder les différentes fonctionnalités de la plateforme. C'est surtout le chat qu'on vous conseille à utiliser pour vos questions. Eh bien, le temps que tout le monde se connecte, je vais juste vous dire une petite introduction pour ceux qui ne connaissent pas Open Classrooms. Open Classrooms, nous sommes une entreprise à mission et une entreprise du Next 120. C'est quoi notre rêve chez Open Classrooms? Eh bien, c'est de changer des vies. C'est d'aider chacun à progresser dans sa carrière grâce à la formation, quand on veut, où on veut, avec de la technologie, mais aussi avec de l'accompagnement humain. Et quand je vous parle de progression de carrière, concrètement, ça peut prendre différentes formes en fonction du contexte de chacun. Par exemple, pour un salarié qui suit une formation pour monter en compétences, ça peut être une promotion, mais ça peut être aussi une mobilité interne vers une nouvelle carrière dans l'entreprise. Pour des jeunes, ça peut être le fait de décrocher un contrat d'apprentissage pour cumuler une formation et une expérience professionnelle. Et pour quelqu'un en réorientation, ça peut être tout simplement un nouveau job. Et là, notre ambition d'ici 2025, c'est de déclencher 500 000 progressions de carrière par an. Et ça, pour vous donner une idée, ça représente chaque semaine plus de 40 000 personnes pour qui la vie professionnelle va reprendre. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une mission assez ambitieuse, voire disruptive chez Open Classrooms. Et à ce titre, on adore travailler avec des entreprises innovantes. Et on a la chance de pouvoir accompagner L'Oréal et notamment Anouk et ses équipes dans un projet extraordinaire. Anouk, on est vraiment ravis de pouvoir contribuer à ton projet, à votre projet, qui est pour nous parfaitement aligné à qui on est et ce qu'on veut faire. Revenons à L'Oréal maintenant. L'Oréal s'est engagé il y a plus de 3 ans dans une transformation majeure et profonde, l'ambition Beauty Tech. On y reviendra tout de suite dans le détail. Mais avant, Anouk, est-ce que tu peux présenter ton parcours et ton rôle chez L'Oréal? Oui, alors de manière succincte, mais moi j'ai démarré ma carrière dans les RH il y a pas mal d'années, dans le conseil en stratégie RH. J'ai passé pas mal d'années chez Accenture, au bureau de Paris, au bureau de Londres et au bureau d'Amsterdam. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'expérimenter un vrai job de RH opérationnel. En 2014, je suis rentrée chez Booking.com comme DRH pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, dans un contexte en très, très forte croissance. L'entreprise grossissait de 30% à peu près d'année en année à ce moment-là. J'y suis restée 3 ans. Et puis, je suis rentrée chez Uber début 2017 pour un job similaire, donc de DRH Europe, Moyen-Orient, Afrique, basé à Amsterdam. J'ai fait ça pendant 3 ans dans un contexte et de forte croissance et de passage IPO et de crise culturelle, etc. Donc un parcours assez challenging et intellectuellement passionnant. Et puis ensuite, pour des raisons personnelles, j'avais envie de rentrer en France. Et voilà comment j'ai atterri chez L'Oréal il y a maintenant 2 ans et demi en tant que DRH pour la Beauty Tech. Eh bien justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ce que ça veut dire être DRH de L'Oréal? Pour la Beauty Tech, surtout, ce que ça veut dire, en fait, j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette opérationnelle de DRH pour les populations tech et data du groupe. Ça représente à peu près 3000 collaborateurs aujourd'hui. Donc ça, c'est ma casquette opérationnelle. Et puis, j'ai une casquette plus de transformation à l'échelle, là, des 85 000 collaborateurs du groupe. Qu'est-ce que ça veut dire de se transformer en entreprise de Beauty Tech? On a cette ambition affichée depuis 2018 d'opérer ce changement d'une entreprise qui passe de produits à une entreprise qui fournit des services hyper personnalisés à nos consommateurs, des produits
connecter, augmenter, etc. Et donc, moi, d'un point de vue RH, j'accompagne cette transformation sur les côtés people et organisationnels. D'accord. Et le terme beauty tech, du coup, j'aimerais bien qu'on revienne parce qu'on en a parlé dans l'introduction, dans les invitations. Donc, je pense que tout le monde se demande, mais c'est quoi le beauty tech, ce terme? Ça veut dire quoi? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça englobe précisément le terme beauty tech? Oui, alors de manière simple, comme je viens de le dire, c'est vraiment le passage d'une industrie, c'est au-delà de L'Oréal, c'est une industrie qui se transforme comme d'autres industries ont pu faire leur transformation en finance. On a la fintech, dans les médias, on a l'adtech. Comment on insère de la technologie dans cette industrie de la beauté? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'on peut produire grâce à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à ça? Nous, il y a 3 grands piliers qui sont essentiels à cette transformation. D'abord, la beauty tech, nous, ça nous permet de créer une beauté qui est plus inclusive, qui nous permet de créer une beauté qui est aussi plus responsable et beaucoup plus transparente, et par la même occasion, de créer une entreprise qui est plus apprenante, plus agile et plus créative. D'accord. Donc, sur les 3 piliers, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous développer un peu plus le premier, donc la beauté un peu plus inclusive? Ça veut dire quoi? Bien sûr. La beauté plus inclusive, c'est le fait d'abord de combiner, nous, nos connaissances scientifiques qui sont reconnues en matière de peau et de cheveux, et de combiner ça à la force de l'intelligence artificielle. Et grâce à ça, on parvient à mettre à disposition de nos consommateurs des solutions qui leur permettent d'avoir des recommandations hyper individualisées sur les traitements et les routines qu'ils ont au quotidien. Donc, par exemple, on prend des photos de peau, ça vient se comparer à des dizaines de milliers d'images référencées qui sont analysées par des scientifiques, par des médecins, par des dermatologues et qui permettent à nos consommateurs d'avoir des diagnostics hyper précis. Alors ça, c'est par exemple pour les diagnostics de peau. Pour le maquillage, ça peut être des comparaisons de tons de peau et de teint sur des palettes de centaines de couleurs référencées et qui permet alors c'est ce que a fait Lancôme par exemple avec le teint particulier, de trouver exactement le fond de teint qui correspond à la carnation de la cliente. Donc c'est tous ces services hyper personnalisés qui permettent d'avoir une beauté plus inclusive parce qu'elle est beaucoup plus adaptée à chaque consommateur. D'accord. Et tu nous as aussi parlé de l'entreprise qui est toujours plus agile et créative. Ouais. Sur Oui, ce alors dernier point, pour moi, donc, ça fait référence à la transformation quelque part. Quand on évoque cette transformation dans le cadre de l'ambition Beauty Tech, du coup, plus d'un point de vue RH concrètement, qu'est-ce que ça implique en termes de besoins et en termes de compétences? Alors, je distingue un peu comme mes 2 casquettes hein, sur mon rôle de DRH. Il y a 2 types, on va dire, d'audience ou de personnes à qui on s'adresse quand on parle de compétences ou quand on parle de transformation. Il y a nos experts tech et data, notre hyper expertise, et puis il y a aussi l'ensemble de nos collaborateurs chez L'Oréal. Alors, sur l'ensemble de nos collaborateurs, qu'est-ce que ça veut dire ces besoins de compétences? On a besoin que chacun de nos collaborateurs, dans l'ensemble, encore une fois, du groupe, connaissent un minimum et un minimum de connaissances de tous ces concepts tech et data que l'on estime être essentiels pour le groupe. Parce que ça va venir changer les manières de travailler, parce que ça va venir dans la manière dont les collaborateurs vont interagir les uns avec les autres, etc. Ils vont devoir travailler différemment, donc ils ont besoin de ces compétences à minima sur ces domaines-là. Et puis sur nos hyper experts, tech et data, encore une fois, sur nos grosso modo 3000 collaborateurs dans le groupe, là, on a besoin qu'ils soient à la pointe de leur expertise. Et on sait que c'est une expertise qui se renouvelle en permanence. Donc, on a besoin qu'ils comprennent ces enjeux-là, comme tout autre collaborateur dans le groupe, mais encore une fois, qu'ils sachent être à la pointe du marché sur les outils technologiques qui nous sont utiles, nous, chez L'Oréal, pour notre stratégie, et qui, évidemment, nous permettent d'être encore plus compétitifs sur le marché. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est que vous avez quelque part segmenté la population d'un côté, tous les collaborateurs, sur le volet sensibilisation, et ensuite, pour les experts tech et data, vous proposez quelque chose d'un peu plus
c'est ça. plus précis. OK. Et est-ce que tu peux nous maintenant expliquer concrètement ce que vous avez mis en place pour opérer le changement de culture? Parce que j'imagine que pour driver cette transformation, il y a certainement une certaine importance que vous donnez au changement de culture. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses déjà dans ce changement de culture. D'abord, il y a toute la question de mindset, créer un environnement dans lequel, et ce n'est pas nécessairement intuitif pour une entreprise de la taille de la nôtre et historiquement qui est sur un autre type d'industrie et de compétences, mais c'est développer un véritable esprit de test and learn. Ça, c'est la première chose sur ce changement de mindset. Il y a aussi le fait d'être plus analytique, d'être beaucoup plus data-driven, le fait d'être beaucoup plus focalisé sur nos consommateurs, mais aussi même en interne, sur nos stakeholders et l'expérience qu'on souhaite leur délivrer. Donc ça, c'est la première chose, c'est changement de culture, c'est ce changement de mindset. La deuxième chose, c'est le changement dans les habitudes de travailler. On travaille dans des modes, alors sans utiliser le terme technique de la notion, mais dans des modes beaucoup plus agiles, plus fluides, plus transverses. Et donc, on a besoin d'infuser ça dans l'organisation. Alors, comment on a fait ça? D'abord, la première chose, c'est faire comprendre quels sont les enjeux à nos collaborateurs. Comment on démocratise cette ambition beauty tech que l'on a affichée dès 2018. Comment on fait pour relayer partout dans l'organisation c'est qu'est cette ambition et faire prendre conscience par les collaborateurs de ce que cela veut dire pour eux. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'on a fait là pour cette prise de conscience des enjeux, de l'ambition, etc., c'est essayer de relayer cette information partout dans le groupe. Alors, on a commencé par le top, par nos dirigeants, leur fournir les points, les talking points, comme on dirait en anglais, mais pour qu'eux puissent relayer aussi à leurs équipes, les former pour ça, leur faire comprendre les enjeux pour leur propre organisation et leur industrie respective. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, évidemment, essayer de créer un maximum de relais un peu partout dans l'organisation pour que ces messages se diffusent. Ça veut dire quoi? Se transformer en entreprise de beauty tech? Qu'est-ce que ça change pour nous, etc. Et là, on a créé des communautés d'ambassadeurs, des champions, pour nous aider à porter ces messages et les diffuser vraiment partout à un niveau granulaire dans le groupe. Donc ça, c'est la première chose, c'est le côté relayer les messages partout dans l'organisation. Le deuxième pilier qui est très important quand il s'agit de changement de culture, c'est tout ce qui concerne, au-delà de la connaissance, qui concerne l'adoption. Faire accepter le changement, que les gens aient envie, les collaborateurs aient envie de s'engager là-dedans. Donc là, ce qu'on a fait, c'est pour les impliquer, c'est essayer de développer des initiatives de gamification, qu'ils s'y impliquent, qu'ils aient accès à des jeux, littéralement, pour essayer de comprendre quel est leur niveau de connaissance sur la beauty tech, ce que ça veut dire, les concepts tech et data, etc. Et qu'en fonction de leur niveau, ils puissent du coup avoir accès aux initiatives et au learning et aux actions de développement pointues et personnalisées en fonction de leurs besoins. D'accord. Et on parle aussi beaucoup de tech mindset, c'est-à-dire la nécessité, quelque part, que l'ensemble des collaborateurs dans une entreprise puissent comprendre et parler d'un certain nombre de sujets essentiels comme l'intelligence artificielle ou l'agilité. Je pense que tu disais que ce volet sensibilisation rentre aussi dans ton périmètre. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vous avez développé ce tech mindset justement à tous les niveaux pour vos collaborateurs? Le tech mindset, il va de pair avec l'augmentation en savoir sur ces concepts tech et data par l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, ce que l'on a fait il y a déjà maintenant, grosso modo, 2 ans, et puis on revoit ça de manière récurrente, c'est de déterminer quels étaient les must-have en termes de compétences pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et ensuite, évidemment, on a développé des offres de formation autour de chacun de ces concepts. Donc, on estime aujourd'hui qu'on a 5 grands piliers absolument transverses à l'ensemble du groupe. Quelles sont les compétences, encore une fois, que chaque collaborateur, chaque L'Oréalien doit impérativement avoir et sur lesquelles se former. Alors, le premier, c'est l'agile.
Encore une fois, comprendre comment l'agile vient impacter le fonctionnement dans le quotidien sur les modes de travail et les façons de travailler. Tout ce qui est design thinking, parce que, encore une fois, on veut être de plus en plus à l'écoute, non pas juste de nos consommateurs, ça évidemment c'est important pour nous, mais même en interne, être beaucoup plus entraîné à écouter, à tester des produits, des services, etc., qui correspondent vraiment aux besoins de nos consommateurs, quels qu'ils soient, ou nos stakeholders, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est très important, le design thinking. La troisième chose, évidemment, majeure et importante, c'est tout ce qui concerne la data. Donc là, on a développé pas mal de modules de développement et de formation sur ce qu'on appelle la data literacy, aider nos collaborateurs à avoir un langage commun sur la data, à comprendre quel est le sens stratégique de la data pour nous, quel est le contexte pour nous chez L'Oréal, qui maîtrisent évidemment les données, comment ils l'utilisent dans leur quotidien, les outils, les termes, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour nous, puisque la data est vraiment au cœur de notre transformation beauty tech. Donc ça, c'est les trois premiers, Agile, Design Thinking, Data Literacy. En termes techniques, il y en a un quatrième qui est la cybersécurité. Alors là, il y a plusieurs niveaux aussi très importants pour nos experts, évidemment, en cybersécurité, mais même importants pour l'ensemble de nos collaborateurs L'Oréal. Quels doivent être les comportements à adopter qui peuvent impacter la sécurité de notre infrastructure chez L'Oréal. Donc ça, évidemment, c'est un must. Et puis enfin, un pilier qui est essentiel aussi à notre stratégie, donc le dernier, le cinquième, c'est tout ce qui est développement durable dans la tech. Évidemment, on anime nos communautés tech parce qu'on doit les rendre experts dans tout ce qui est éco-conception de nos outils. Ça, c'est pour nos experts tech. Et pour l'ensemble des collaborateurs du groupe, c'est aussi comprendre quel peut être l'impact écologique dans l'utilisation de nos outils. Est-ce que j'envoie un email ou pas? Est-ce que j'attache une pièce jointe ou pas? Et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est en développant ces compétences-là que l'on finit par changer le mindset et obtenir un tech et data mindset à l'ensemble de nos collaborateurs. D'accord. Non, mais c'est très complet. Et juste par curiosité, du coup, l'ensemble des personnes doivent connaître les 5 compétences ou c'est un peu en fonction de l'intérêt de chacun? Non, ça, ce sont vraiment les compétences transverses à l'ensemble du groupe. Donc, c'est ce qu'on a défini comme étant vraiment des must-have pour l'ensemble des collaborateurs du groupe. Ok, d'accord. Maintenant, si on parle d'attractivité, de talent, parce que c'est vrai que malgré le contexte économique, on a quand même l'impression que le marché du travail est assez tendu sur les profils tech. C'est assez compliqué à recruter. Tout le monde veut les mêmes profils. Donc, vous, chez L'Oréal, en matière d'attractivité des talents, quels sont vos principaux enjeux aujourd'hui? Alors, je dirais qu'il y en a 3 principaux. D'abord, L'Oréal, comment peut-on être plus attractif en tant qu'entreprise sachante et experte sur ces nouveaux domaines tech et data? Ça, c'est un challenge. Ce n'est pas notre cœur de métier à la base. Donc, comment on devient plus attractif vis-à-vis des candidats externes sur ces domaines-là? Le deuxième, c'est ce que tu dis, Attila, c'est que le marché est saturé. Il y a une demande qui est en forte augmentation et qui va encore plus s'accélérer dans les années qui viennent, alors que la supply est relativement limitée et ne grandit pas de manière parallèle. Donc, c'est la disponibilité de ces talents-là qui est un challenge, et notamment sur certaines plaques géographiques. Donc, ce que ça veut dire pour nous, c'est repenser un peu notre footprint géographique, où on est localisé, sur quoi, pour quelles compétences et comment on se structure par rapport à ça. Et enfin, le troisième challenge, si on peut dire que c'est un challenge, mais en tout cas, ça nous force à réfléchir différemment, c'est les attentes de ces talents-là, très en particulier, qui ont évolué, et en plus accéléré évidemment avec le Covid plus récemment, mais des attentes notamment, évidemment, en matière de flexibilité vis-à-vis du travail, que ce soit le temps de travail ou l'environnement de travail d'une manière générale
et la politique autour de ça, et puis évidemment la politique de rémunération. Donc ça, c'est vraiment les trois grands enjeux. Ok, en termes d'enjeux, c'est très clair. Est-ce que tu peux du coup développer ce que vous faites pour pallier à ces challenges en termes d'attractivité des talents? Alors, la première chose pour nous, c'est, ça rejoint surtout le premier pilier sur l'attractivité de L'Oréal en tant qu'entreprise qui sait faire ça, c'est de développer une marque employeur, particulièrement et pour ces populations-là, et vis-à-vis de cette problématique-là. Donc, nous, on a une marque employeur chez L'Oréal qui est développée au niveau du groupe, que l'on a essayé d'adapter vis-à-vis de la tech et la data. Mais grosso modo, on a 4 forces principales comme marque employeur. D'abord, on a une large culture de croissance. On est sur un marché qui croît encore fortement. Donc ça, comment ça s'insère aussi dans notre quotidien, ce que ça veut dire pour nos collaborateurs. Et faire partie de cette aventure-là, c'est évidemment quelque chose qui est particulièrement attractif. Donc, on le met en avant. Ensuite, on a un état d'esprit entrepreneurial. On a beau être une entreprise de la taille que l'on est, on a une façon de travailler qui permet à chacun de développer ses idées, d'essayer et de tester. Donc ça, c'est très important et on le met en avant. On a des équipes qui sont inspirantes, des collaborateurs passionnés et qui sont aussi représentatifs de toutes les diversités. Donc ça, c'est pour nous important dans la manière dont on a construit nos organisations et nos équipes. Donc voilà, donc c'est quelque chose que l'on met en avant aussi parce qu'on sait que c'est important pour beaucoup. Voilà. Et puis enfin, et c'est important aussi, c'est mettre en exergue le fait que chez L'Oréal, on a des projets qui sont innovants, qui sont porteurs d'impact et surtout porteurs de sens. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on met en avant au niveau du groupe. Nous, c'est ce que l'on adapte évidemment en particulier sur les domaines tech et data. Et puis ensuite, ce qu'on a essayé de faire, c'est développer cette marque employeur, particulièrement pour certaines populations. Donc pour la tech, on sait qu'il y a des rôles qui sont particulièrement sensibles ou particulièrement difficiles à attirer. Donc on va développer encore plus notre histoire vis-à-vis de ces populations-là. Pour la data, c'est pareil. Et ce qui nous a été important, c'est d'essayer de comprendre mais qui sont les gens que l'on cherche, on va les trouver où et quels sont leurs profils, parce que leurs attentes sont différentes. Si on est un jeune talent ou si on est un hyper expert chevronné tech et data, on ne va pas rechercher la même chose dans une entreprise. Donc, qu'est-ce que nous, encore une fois, on peut mettre en avant et développer et continuer à développer et s'améliorer pour attirer ces talents-là. Donc ça, c'est tout ce qui est marque employeur. Après, peut-être des choses qui parlent d'elles-mêmes, mais on se doit aussi de montrer quelle est notre crédibilité vis-à-vis du marché et des candidats qu'on cherche à attirer pour faire de la tech chez nous. Donc, on se doit d'innover, de continuer à être inspirant. Et donc, on crée évidemment des produits et des services qui sont innovants, mais on crée une façon de travailler qui nous permet d'accélérer encore plus ça. On a développé des structures en interne qui nous permettent d'incuber des projets qui stimulent la transformation technologique du groupe parce qu'ils regroupent des compétences pointues, l'UX, la data science, etc. Et que ça nourrit un peu ce système-là. Et puis, il y a plusieurs autres choses qu'on essaye de faire pour pallier à ça. Mettre en avant nos talents. On est convaincu du cercle vertueux d'un A-talent, comme on dit, qui attire un A-talent, des collaborateurs qui sont performants, qui sont reconnus dans leur expertise, attirent des collaborateurs performants, reconnus dans leur expertise. Donc, comment on les met en avant parce qu'ils sont reconnus dans leur communauté respective. Donc, c'est important de le faire. On les met en avant parce qu'on les fait participer à des compétitions, par exemple, parce qu'on a envie de sans cesse se remettre en question, se challenger. Donc voilà, donc comment on participe à ce type de compétition. On l'a fait là récemment, j'en profite parce qu'on est très fiers d'avoir remporté un prix à la compétition de data science ESSEC Centrale Supélec. Ça, c'est un exemple, mais c'est une façon de se mettre en avant aussi. Et puis ensuite, montrer aux candidats de manière tangible que rejoindre L'Oréal sur ce type de métier
ça peut ouvrir à de formidables opportunités de développement, mais aussi de carrière. Oui, justement, parce que, comme tu disais, il faut être crédible. La crédibilité, c'est ça qui fait la différence aussi. Ce marché saturé, tout le monde veut les mêmes profils. Donc, Ouais. qu'est-ce que vous pouvez promettre? Quelle est la promesse de L'Oréal en termes d'opportunités de développement? Qu'est-ce que vous proposez à vos candidats? Alors, au-delà de, évidemment, ce qu'on fait en matière de formation, on va dire de développement peut-être plus formel ou plus tangible, il y a plein d'autres choses que l'on propose chez L'Oréal. D'abord, la mobilité, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur chez L'Oréal. Donc, comment on fait pour favoriser cette mobilité, la pousser, peut-être la pousser même à l'extrême parfois par rapport à d'autres organisations. On veut que les gens se développent sur un métier, sur une expertise, et on est convaincu que c'est le mouvement qui fait que l'on acquiert de l'expertise et qu'on la construit le plus rapidement dans le temps. Donc, la mobilité, pardon, l'apprentissage, on cherche à attirer aussi des jeunes talents. On a un programme qui s'appelle L'Oréal for Youth, qui nous permet de recruter des très, très jeunes candidats que l'on prend, par exemple, en apprentissage chez nous et qui continuent de se développer, que l'on embauche derrière pour contribuer, encore une fois, sur ces métiers à l'ambition Beauty Tech. Et puis, pour nous, ce qui est important aussi, c'est le partage. On crée des communautés en interne qui permettent à nos sachants et à nos experts de partager leur savoir de manière à la fois pédagogique, mais à la fois aussi fun, ce qui plaît beaucoup à nos collaborateurs. Top. Tu as beaucoup parlé de tout votre travail autour de la compétence et des enjeux que ça représente pour vous. Mais quelle était votre approche? Comment est-ce que vous avez défini vos besoins? Quelles compétences, quel volume, quel dispositif de formation? Quelle était l'approche? Ouais, alors d'abord, la première chose, c'est que, et tu le sais sans doute très bien, toi, Attila, c'est que la connaissance et les compétences sont un élément de compétitivité aujourd'hui, particulièrement dans l'environnement concurrentiel dans lequel on est sur ces talents-là. Et ce qu'on voit, c'est que quand on regarde des pure players de la tech, on observe qu'il y a certaines entreprises qui forment leur population tech à hauteur de 150, voire 200 heures de formation par an, ce qui est énorme, et évidemment en termes de budget, mais aussi en termes de temps dédié à ça. Donc nous, il a fallu qu'on se fixe une ambition, évidemment, que dans cette logique d'accélération, on définisse d'abord notre cadre, qui a besoin de quelles compétences, quel niveau d'expertise. C'est un peu ta question de tout à l'heure sur les 5 compétences que je nommais, qui a besoin de quoi? C'est les 5, mais pas forcément au même niveau d'expertise. Et donc voilà, donc on a fait l'ébauche de notre structure cible d'offres de formation, qui a besoin de quoi et quelles compétences. Et puis ensuite, il a fallu aller chercher sur le marché du contenu pour chacune de ces briques. Alors, évidemment, on va chercher du contenu pointu. On cherche aussi des méthodes pédagogiques qui soient différenciantes. On sait qu'il y a un effet de fatigue sur, par exemple, tout ce qui est online, etc. Donc, on cherche des méthodes pédagogiques qui soient différenciantes et qui permettent d'apporter du nouveau, on va dire, dans tout ça. Et puis surtout, des contenus qui se renouvellent régulièrement, parce qu'on sait que les compétences tech, en particulier, deviennent obsolètes relativement rapidement. Donc voilà, pour être toujours au top de la connaissance. C'est une excellente transition, du coup, pour parler un peu du partenaire avec OPEC Classrooms. Est-ce que, du coup, tu peux nous dire en quoi et comment le partenaire avec OPEC Classrooms peut vous aider à relever tous ces challenges de transformation du groupe? Alors, Open Classroom, nous, on travaille avec vous depuis à peu près 1 an maintenant. On a commencé à lancer un pilote sur différentes zones géographiques avec un de vos modules, notamment l'Agile. Ça a été un grand succès pour nos collaborateurs sur la façon de collaborer aussi avec vous et avec vos équipes. Et donc, on a décidé de poursuivre l'aventure et d'intégrer Open Classroom dans ces briques dont je parlais tout à l'heure dans notre catalogue de formation. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la curation de contenu sur ce que proposait Open Classroom pour vraiment répondre à nos priorités stratégiques. Donc pour nous, une offre comme celle d'Open Classroom, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça nous fournit du contenu sur étagère qui est de qualité et qui permet derrière à L'Oréal de se focaliser vraiment sur l'hyper-personnalisation de certains programmes parce qu'on veut l'oréaliser le contenu pour le rendre encore plus pertinent. Donc, nos équipes, nous,
en interne, continuent à développer des contenus pour enrichir notre offre, mais le font sur des contenus qui sont évidemment à valeur ajoutée, mais très spécifiques à notre environnement. Et ce qui nous a intéressé dans l'offre d'Open Classroom, par rapport aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est notamment et particulièrement pour nos experts tech et data, c'est la possibilité de mentorship. Donc, c'est des approches qui permettent aux collaborateurs, dans un cadre de parcours qui est long et dense en termes de volume, puisque certains de vos programmes vont jusqu'à 160 heures de formation, de faire l'expérience d'un cycle complet d'apprentissage, mais aussi de mise en pratique, accompagnés par des experts reconnus qui sont choisis et sélectionnés dans le process. Donc, c'est un vrai point d'étape qui est crucial parce que nous, on cherche en particulier non pas juste à upskiller nos collaborateurs tech et data, mais voire parfois à les reskiller, c'est-à-dire les faire évoluer, se développer et changer de métier. Et ce type de programme nous permet vraiment d'accompagner cela. Merci. Et en effet, le mentorat est vraiment la pierre angulaire de notre pédagogie et c'est ça qui nous différencie et ce qui permet d'avoir l'hyper-personnalisation dont tu parlais aussi en termes de l'expérience d'apprentissage. Maintenant, plus d'un point de vue pratique, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment est-ce que vous allez déployer cette solution au sein de la tech et data? Alors d'abord, notre écosystème, nous, sur nos équipes learning, on a une équipe en centrale qui développe, qui va chercher des contenus, qui les développe, qui fait des partnerships avec des plateformes comme Open Classroom notamment. Donc ça, c'est l'équipe centrale. Et puis ensuite, il y a des relais dans les zones qui permettent d'activer ces contenus. Qui va être formé à quoi? Et pour faire ça de manière pertinente, les équipes de learning travaillent avec les RH de proximité pour vraiment comprendre qui a besoin de quoi et être sûr que le contenu que l'on pousse soit vraiment adapté aux besoins. Et la deuxième chose, c'est donner envie aux gens d'aller se former, d'aller passer du temps et d'être actifs dans leur apprentissage, pas juste passif. Donc ça, au-delà de l'offre en elle-même et encore une fois de la méthode pédagogique est importante, il a été très opportun pour nous d'organiser des webinaires pour présenter l'offre, déclencher des demandes de formation et encore une fois donner de l'impulsion et donner l'envie d'apprendre pour nos équipes. Super. Et je vois qu'on commence à avoir quelques questions. Donc, je pense que je vais te poser une dernière question et ensuite, on va prendre les questions des participants. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, puisqu'il nous restera après pas beaucoup de temps pour prendre les questions éventuelles. Anouk, donc très clair sur les enjeux, sur le comment. Pour finir, est-ce que tu peux nous donner une idée du futur? C'est quoi les prochaines étapes dans le développement de l'ambition Beauty Tech? Alors, continuer d'abord à développer notre catalogue de formation. Encore une fois, j'aime bien cette image de brique, mais c'est vraiment ça pour moi. On a défini notre structure et à quelle hauteur doit être notre mur et quelle est la largeur de notre mur et quelles sont les briques. Et puis ensuite, il faut trouver les bons contenus pour tout ça. Donc, continuer à évidemment enrichir nos contenus de formation. Et puis surtout, pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment sur notre trajectoire là, plus ou moins short terme d'ailleurs. C'est être sûr et de manière objective et tangible de quel contenu correspond à qui. Et pour ça, on est en train de développer des outils qui vont nous permettre d'évaluer, ou plutôt qui vont permettre aux collaborateurs de s'auto-évaluer sur son niveau de connaissance de manière assez poussée sur certains topics. Et ça va nous permettre derrière de plugger vraiment les offres de formation qui correspondent pour permettre aux collaborateurs d'augmenter d'un niveau, par exemple. Ou même encore par rapport à ce que je disais sur le reskilling, de comprendre quel est le niveau attendu sur un certain job de certaines compétences, d'évaluer son niveau et du coup de se positionner avec les bonnes offres pour pouvoir atteindre ce nouveau job. Donc ça, c'est ça. Et puis, tout ce qui est mesure d'impact. C'est bien beau de faire de la formation, c'est bien beau d'investir de l'argent et du temps dans des formations, mais quel est le retour sur investissement de tout ça in fine? Et comment on développe des outils qui nous permettent vraiment de mesurer si quelque chose se passe
dans une organisation. Donc ça, on est en train de développer pas mal d'outils et de choses qui vont nous permettre de faire ça derrière. Super. Tu sais que c'est mon sujet préféré, comment mesurer. Ravi de savoir que vous travaillez là-dessus. Donc, merci beaucoup, Anouk. C'est en effet très inspirant de voir toute l'ambition que tu donnes et que L'Oréal donne à cette initiative de transformation. Je pense qu'on a bien balayé le sujet. Du coup, on va s'arrêter là et on va passer aux questions posées par nos participants, si ça te va. Alors, pour commencer, on a une question de Mathilde Ventourou. Bonjour, quelle place est accordée à l'ingénierie pédagogique dans cette transformation? Alors, si tu veux, Anouk, on peut potentiellement répondre en deux parties. Moi, je peux répondre sur la partie Open Classrooms. Est-ce que toi, tu veux répondre sur la partie globale L'Oréal? Oui, je vais peut-être démarrer parce que et j'espère que je comprends la question correctement. Pour nous, ce qui est important, c'est justement d'avoir des façons de former qui soient différenciantes. Et c'est un peu notre histoire beauty tech, mais adaptée à la formation. Comment faire que un collaborateur puisse avoir non seulement le contenu qui soit le plus adapté, mais aussi la façon de former qui soit la plus adaptée. On apprend tous, on est tous des apprenants qui avons des façons d'apprendre différentes. Donc, dans notre approche aussi, et justement d'ingénierie pédagogique, il y a aussi cette question-là. Est-ce que quelqu'un apprend mieux en présentiel, online, des grands morceaux, des plus petits morceaux, des formations exécutives pour certains de nos leaders, et comment, du peer-to-peer learning, et comment. Enfin voilà, donc pour nous, c'est pas juste aller trouver des contenus de formation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi aller trouver des façons d'apprendre différentes, peut-être même sur un même contenu, mais pour que le collaborateur puisse avoir le choix sur sa façon d'être formé. Super. Et je peux compléter du coup la réponse d'Anouk sur la partie Open Classrooms. Donc Open Classrooms, nous, l'ingénierie pédagogique, on a une approche assez spécifique et particulière. C'est qu'on travaille à partir de... D'abord, on va regarder quels sont les métiers les plus en tension. Donc pour ça, on a des bases de données. Ensuite, on va analyser les compétences derrière les typologies de postes. Donc pour ça, on a des approches macro et micro. On fait aussi des entretiens avec des employeurs. Ensuite, on va modéliser un référentiel des compétences. Et derrière ce référentiel des compétences, on va modéliser des projets qui sont des cas pratiques qui permettent de valider les compétences. Et la dernière partie, c'est que pour réaliser ces projets pratiques, il y aura bien évidemment le mentor qui va accompagner les apprenants chaque semaine en visioconférence en one-to-one. On en a déjà parlé, c'est des experts qui travaillent dans le domaine. Et on va compléter, on va rajouter à chaque projet un ou plusieurs cours. Donc, il s'agit de cours en ligne qui permettent d'acquérir la théorie nécessaire pour la réalisation de projets. Mais l'essentiel, c'est vraiment le référentiel des compétences et les projets. On est vraiment sur l'apprentissage par la pratique. Donc, j'espère que ça complète la réponse sur l'ingénierie pédagogique. Nous avons une autre question de Ratiba Armoumi. Avez-vous déjà des retours de collaborateurs qui vous permettent d'évaluer leur degré d'engagement via la formation dans ce projet de transformation? Alors oui, on a pas mal de retours de nos collaborateurs. Pour nous, c'est essentiel quand on développe quelque chose de s'assurer de la manière dont ça prend dans l'organisation. Pardon. Donc d'abord, on démarre toujours par des pilotes, ce qui nous permet, avant de lancer quelque chose à grande échelle, de voir justement comment ça prend. On s'assure toujours aussi que certains de nos experts soient impliqués avec nous, côté RH, côté learning, sur la sélection aussi des contenus. Nous ne sommes pas experts, nous, tech et data, donc on a besoin que des experts viennent regarder les contenus, qu'ils les testent et qu'ils nous disent aussi quel est leur feedback. Donc déjà, d'entrée, on est déjà relativement assuré, après avoir fait un premier choix, avant de le lancer à plus grande échelle, que les collaborateurs soient engagés a priori sur les formations. Et puis évidemment, on développe des assessments, des feedbacks qui nous permettent de récolter ce que nous disent nos collaborateurs. Aujourd'hui, on a un niveau de satisfaction sur ce qu'on a développé qui est très haut. On note sur 10, on est à 8,7 aujourd'hui. Donc, on est très content du feedback de nos collaborateurs. Et puis après, il y a
il y a des éléments tangibles. On regarde aussi les drop-out. C'est pas parce que quelqu'un commence un cours qu'il le termine. Et on regarde en fonction de nos offres aussi ce qui se passe et la consommation de nos collaborateurs sur certains contenus. Très clair. On a une question très intéressante de Marie-Axa Malango. J'ai dû la lire plusieurs fois pour être sûr que j'ai bien compris. Développer votre catalogue de formation signifiera quoi pour la clientèle? Le changement ou le futur de la beauté répondra-t-il aux attentes de cette dernière? Donc, je pense que quand on parle de clientèle, on ne parle pas de la clientèle Open Classrooms, mais de la clientèle de L'Oréal. Du coup, Anouk, je te laisse donner la réponse. Ouais, j'essaie de relire la question. Je pense qu'il y a un côté future-proof dedans, c'est-à-dire dans quelle mesure tout ce que vous faites résister au changement futur. Et l'autre volet que je comprends, c'est quel est l'impact pour les clients finaux. Oui, alors peut-être je reviens sur ce que je disais relativement brièvement tout à l'heure, mais ce qui est important pour nous dans le choix des contenus, alors peut-être même avant de dire ça, ce qui est critique pour nous, c'est de sans cesse se remettre en cause. C'est d'abord parce que les technologies aussi que l'on utilise changent. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'estime que nos collaborateurs doivent être formés à une technologie en particulier que ça sera le cas demain. C'est peut-être stratégique aujourd'hui, ça le sera moins demain, pour X raisons organisationnelles et business. Donc, tout le temps se remettre en question, tout le temps impliquer du coup des experts sur ces choix-là, ce qui nous permet quand même d'informer nos décisions quant à l'offre que l'on pousse. Et puis, sur les choix de contenu, ce que je disais, et d'ailleurs, et peut-être tu peux développer ça aussi, Attila, sur ce que fait certains de nos partenaires comme Open Classroom, c'est d'avoir des contenus qui se régénèrent, entre guillemets, automatiquement dans le temps. Un contenu devient obsolète très vite sur ce type de technologie. Donc, il est crucial pour nous, pour être future-proof, d'avoir cette option et cette opportunité-là. Oui, je te confirme, Anouk. Effectivement, c'est un aspect assez important dans le développement de notre catalogue. On a une équipe d'ingénierie pédagogique et on dédie de plus en plus de temps sur la maintenance et sur les mises à jour. Parce que sur un parcours de formation comme le développement mobile, par exemple, tous les frameworks, toutes les technologies utilisées, en gros, il faut partir du principe qu'en 24 mois, on refait de A à Z toute la formation. Et donc, plus on a un catalogue, plus ça demande des investissements importants pour le mettre à jour. Sinon, ça n'a pas de sens d'avoir un catalogue obsolète. Donc, complètement d'accord avec toi, Anouk, sur l'importance d'avoir ce côté mise à jour. On continue. Et peut-être une dernière question de Marie-Agnès Kostek. Combien de personnes êtes-vous côté RH L&D pour gérer ce plan? Alors, je vais faire le même type de réponse que je faisais quand j'étais consultante. Il n'y a pas de chiffres qui permettent vraiment je dis plus en termes d'utilisation de ce que je pourrais dire, qui permettent vraiment de mettre en lumière ce que l'on fait, parce qu'on a tous des façons de travailler et d'être organisés, on va dire, différemment. Nous, chez L'Oréal, on a une équipe RH et learning dédiée pour nos métiers, mais on travaille surtout en hyper étroite collaboration avec toutes les practices RH et learning du groupe. Donc, c'est difficile de donner un chiffre. Je ne sais pas si ça, c'est même très utile de donner un chiffre sur nos équipes, puisque la réalité, c'est qu'en fait, on va s'appuyer sur les métiers RH et learning de nos populations recherche-innovation, de nos populations finance, de nos populations RH, de nos populations opérations, etc., etc., parce que ce sont eux qui sont les plus à même de prescrire et d'identifier quels sont les besoins pour leur population spécifique. Donc, nous, on se met au service de ces populations-là via, encore une fois, les équipes RH et learning disséminées partout dans le groupe. Donc, au final, on est très nombreux si on prend ça en considération, même si les équipes, on va dire chez moi, sont, on va dire, relativement restreintes. Ce qui est important pour nous, c'est de scaler au travers de l'organisation et d'être au plus proche de nos consommateurs internes, de nos collaborateurs, pour identifier les besoins et pousser les bonnes offres de formation. Donc, merci beaucoup, Anouk.
Eh bien, c'est très bien. Je suis ravi car nous avons d'excellentes questions et un très bon engagement de la part de nos participants qui, une fois de plus, confirment que ce sujet suscite beaucoup, beaucoup d'intérêt. Cela marque donc la fin de notre webinaire. Je voulais te remercier chaleureusement, Anouk, pour avoir partagé avec nous tous tes secrets sur la stratégie de transformation de compétences de L'Oréal. Merci. Merci à toi, Attila. Et merci également à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui d'avoir participé. La session a été enregistrée, donc n'hésitez pas à transmettre le lien à vos collègues, à votre réseau, si vous pensez que le sujet peut les intéresser. Merci beaucoup et excellente journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.